Moi, je vais vous présenter un projet d'architecture que j'ai réalisé pour la fin de mes études à l'EPFL. Et donc c'est l'occasion de démontrer pourquoi est-ce qu'il faut absolument accueillir le panorama de Mora à Mora. Mais pour bien comprendre ce projet, je vais commencer par vous introduire un petit peu quelques subtilités sur le fonctionnement de ces panoramas, pour compléter un peu ce qu'on a dit avant. Ce sera l'occasion d'expliquer voilà, comment on fait fonctionner ces super productions hollywoodiennes de l'époque, que sont les panoramas du 19e siècle. Donc, comme on le disait, le panorama, c'est d'abord une invention qui a donc un dispositif précis qui va permettre de donner l'illusion d'être dans ce paysage. Et donc, c'est pas juste la peinture qui fait cet effet-là, et donc il faut des effets de lumière, des effets de scénographie qui permettent cette illusion. Ça, c'est donc une très vieille représentation de panorama, mais les premiers éléments sont déjà présents en fait. Donc, une plateforme d'observation, la peinture à 360 degrés, un couloir d'accès sombre, et puis des dispositifs qui empêchent de voir le début ou la fin de la peinture. Moi, ce que je vous présente, c'est le panorama tel qu'il est fait à la fin du 19e siècle, donc après presque un siècle d'évolutions diverses. Disons que c'est voilà, la version la plus mature du panorama qu'on a eu. Alors, un des dispositifs les plus fameux, c'est le faux terrain. Et donc, pour toutes ces illustrations, j'ai utilisé le panorama de Mora en fond, mais donc il faut bien comprendre que c'est des dispositifs qui sont présents dans presque tous les panoramas de cette époque, à chaque fois. Donc, le faux terrain, qui vient donc rejoindre la plateforme d'observation et brouiller donc, la limite inférieure de la peinture. Donc on disait, à Lucerne, c'est très fameux, on a ces morceaux on a des hommes, des personnages en carton-pâte, et surtout un morceau de wagon, par exemple, qui traverse la toile. Le panorama de Mora, c'est très mal établi quelle était la nature de ce faux terrain, mais vu de la nature de ce qui est présenté, on imagine qu'on avait aussi des personnages, des coffres, des objets qui faisaient cette illusion. Ce qui est assez impressionnant, disons que c'est qu'à Mora, sur la peinture, on trouve des endroits où on était censé insérer des objets qui traversaient la peinture. Donc il y a certaines mains de personnages dans la peinture qui sont manquantes, de manière à ce qu'on puisse insérer un objet en plâtre ou en carton dans la peinture. Et je trouve que c'est un peu une constante dans cette histoire de panorama, c'est qu'on vous montre des représentations de à quoi pouvait ressembler le panorama de Mora, mais c'est très difficile à imaginer la vraie magie de cet objet sans tous ces artifices que voilà, on peut juste maintenant imaginer. Par rapport à ces objets qui traversent la peinture, on a par exemple aussi le jeu de l'épaisseur de la peinture qui est très présent à Mora. C'est qu'apparemment il y a des endroits où dans la peinture il y a vraiment plusieurs centimètres d'épaisseur, de manière à ce que la lumière s'accroche, qu'on ait des ombres et des lumières qui soient inattendues sur la peinture. Je sais qu'à certains panoramas, par exemple, on a aussi collé des petits objets, de la végétation, des papiers à cigarettes sur la peinture. Toujours de manière à avoir des éclats inattendus. À Mora, on a des morceaux de métal qui sont insérés dedans, de manière à faire des éclats métalliques. C'est tout un petit monde comme ça qui est très discret et qui fait vraiment son effet. Une deuxième chose, c'est il faut effacer, après avoir effacé la limite inférieure de la peinture, il faut effacer la limite supérieure. Donc on parlait de ce grand cache qui se place au-dessus des spectateurs. Dans les versions les plus tardives des panoramas, ce cache il prend la forme d'un grand réflecteur qui en fait permet de réfléchir la lumière qui rentre par les grandes barrières ici et qui est ensuite diffusée sur la peinture. C'est aussi une manière de ne pas avoir trop de lumière directe sur la peinture pour assurer sa conservation et plutôt avoir une lumière homogène et diffuse qui se répartit comme ça sur la toile. Donc comme on parlait Marc, on a ce système de scénographie plutôt, qui fait qu'on a des espaces très sombres avant de rentrer sur la plateforme d'observation, qui vont nous faire passer par différents endroits de plus en plus sombres, de manière à ce que notre œil s'habitue à l'obscurité, et que lorsqu'on se retrouve sur la plateforme, on soit littéralement ébloui par la lumière qui vient de la peinture. Et c'est là où notre cerveau fait un jeu assez particulier, c'est que notre cerveau associe vraiment cette première lumière intense qu'il voit après l'obscurité, il l'associe avec la lumière du jour. Et donc pendant un instant, ou peut-être pendant toute la visite, on a l'illusion que c'est littéralement la lumière du soleil qui tombe sur la peinture. Une autre subtilité, c'est la courbure de la toile.
Donc c'est un grand cylindre, mais en réalité, c'est un cylindre qui est donc tendu par des poids en bas. En fait, cette grande surface textile prend une forme qui est hyperbolique. C'est un phénomène de tension minimale, comme dans une bulle de savon. Il y a cette forme hyperbolique qui vient toute seule, en fait. Alors, les créateurs de Panorama ont tiré parti de ça. Ils ont fait des toiles qui étaient cintrées dans cette direction. Et notamment, du coup, ils déforment aussi la peinture pour pas qu'on voie cette courbure. Donc à Mora, il paraît que la courbure ferait 1 mètre, que la toile s'avance de 1 mètre en direction du spectateur au milieu de la toile, et qui serait assez semblable à un certain nombre d'autres panoramas du même genre. Ce qui fait aussi que du coup, il y a plus de lumière qui tombe sur la partie supérieure de la peinture, ce qui fait qu'il y a plus de lumière dans le ciel, et que le ciel est plus lumineux que la terre qui est en dessous. Donc c'est tout un tas de dispositifs de ce genre qui sont très subtils et qui font ensemble l'illusion, et qui s'additionnent comme ça à la peinture. 2-3 remarques architecturales encore sur l'extérieur des rotondes. On a souvent une entrée qui est assez monumentale, hein. On a des objets un peu... Voilà, on utilise ces façades néoclassiques pour montrer l'importance et le pompe qui accompagne ça. Donc on se donne beaucoup de mal sur l'ouverture, mais en réalité, la plupart du temps, l'arrière est très basique, très fruste. Il ne faut pas oublier que c'est des entreprises pour faire de l'argent. On construit en quelques mois une rotonde, on essaie de faire rentrer un maximum de public en peu de temps. Donc, il s'agit de faire tourner financièrement ce genre d'entreprise. Et donc même on avait vu les exemples du panorama qui était exposé à Genève, c'est tout à fait ça. Donc, des sortes de hangars circulaires efficaces. Ensuite, c'est un panorama qui était exposé à Paris. On voit un peu les difficultés de ce genre d'entreprise, c'est qu'à un moment donné, on homogénise les dimensions des toiles pour pouvoir échanger les toiles entre les rotondes. Donc la plupart des toiles de la fin de ce siècle, elles font à peu près toutes 100 mètres de long sur 10 mètres de haut, grosso modo. De manière à ce que comme des bobines de film, on peut les échanger entre les lieux de projection. Une toile qui fait 100 mètres de long, quand on l'enroule, quand on l'expose de manière cylindrique, elle fait encore 30 mètres de diamètre. Donc il faut franchir ces 30 mètres, idéalement sans porteur intermédiaire. Donc on va développer tout un tas de systèmes assez complexes qui seront un peu aux limites de l'ingénierie de cette époque pour suspendre cette toiture. Donc là on est dans des systèmes d'arcs et de câbles qui sont assez avant-gardistes à cette époque. Le panorama de Mora, donc il a toutes ces caractéristiques dont je vous ai parlé, qui est assez similaire aux autres toiles de cette époque. Une de ses particularités quand même, c'est que finalement c'est un des derniers rescapés de cette époque. Ils sont très peu à avoir survécu. La Suisse, c'est un cas un peu particulier, qu'elle en a quand même plusieurs. Il faut savoir que la France ou l'Allemagne, qui étaient des grands pays à panorama, n'en ont conservé aucun à travers leur histoire. Je ne vais pas rentrer dans les détails de toute l'histoire mouvementée du panorama de Mora, mais il faut savoir qu'il a quand même, après avoir été exposé à Genève, il a fini à Mora, en Don, et qu'il a passé là-bas 80 ans caché dans une cave. Et donc on avait des nidras, des objets qui restent là. Donc ça c'est littéralement la photo des 3 rouleaux qui sont cachés à Mora. Et il faut savoir qu'ensemble ils font à peu près 1,5 tonne de peinture qui était planquée. Il semblerait quand même qu'à certaines occasions, on ait sorti un des rouleaux et qu'on l'ait exposé en 2 poteaux de téléphone à certaines grandes fêtes à Mora. Donc je cherche encore des témoignages de gens qui l'ont vu. Il paraît qu'il y a des gens dans les années 70 qui ont sorti un morceau du panorama à Mora. Donc là, il y a quand même une certaine vie autour de cette toile à Mora. Là on voit des images de la restauration. Voilà cet objet immense. Je crois que celui de Mora fait 10,40 m de haut. Et donc on voit, et à chaque fois ça a été la surprise, à chaque fois qu'il a été déroulé ou ressorti de sa cave, on a toujours été surpris par la qualité et la résilience finalement de cet objet, qui est de manière assez surprenante. Il était dans un état assez correct. Alors pour exposer aux deux, on a quand même dépensé 2 millions pour la restauration. Mais enfin pour 1000 m² de peinture, ça me semble raisonnable. Donc on l'a exposé pendant 5 mois dans le cube de Jean Nouvel. Et maintenant il est à nouveau caché dans un lieu dont je ne suis pas habilité à vous donner l'emplacement exact. C'est un réduit militaire quelque part. Voilà. Donc ça c'est la toile à l'échelle avec quelques personnages humains devant
qui donne une idée de la dimension de cet objet. Enfin, ça reste difficile à se représenter ce que c'est qu'un objet de cette taille. Voilà quelques extraits de la toile qui me semblent significatifs. Alors, il y a un certain nombre de tirs de mousquet, voilà, on voit un peu partout sur la toile des... Oui, on voit les canons qui... Si on regarde bien sur la ville, d'ailleurs, on voit aussi tout un tas de fumées, de tirs depuis les remparts. Oui. Ça canarde dans tous les sens. Alors, c'est une vision très héroïque. Enfin, il s'agit de glorifier l'union de la Suisse. Mais c'est une vision quand même assez réaliste de la bataille, aussi au niveau de la disposition des troupes. Donc on peut imaginer que si vous demandez à quelqu'un d'accaler sur la question, il pourra peut-être vous dire pourquoi est-ce qu'ici on voit des grandes fumées. C'est possible. En tout cas, il y a différentes... même la manière dont sont disposées les troupes, c'est assez bien établi. On a des assez bonnes sources là-dessus. Ce qu'on voit en grand sur la toile, c'est la ville de Morat, en tout son long, son profil le plus reconnaissable. Heureusement, c'est presque toujours le même profil, hein. On reconnaît toujours la silhouette des tours et du mont Vuy qui est derrière. Alors, c'est pareil, la vision du paysage est très réaliste. Enfin, Louis Braun a quand même fait quelques arrangements de manière à ce que la ville soit un peu plus dramatique. Elle est un petit peu plus grande qu'en vrai. Le lac apparaît un peu mieux que ce qu'il apparaît en vrai derrière. Le mont Vuy est un peu plus dramatique. Il a rajouté des falaises, des choses comme ça. Enfin, c'est quand même très crédible dans l'ensemble. D'ailleurs, si on se balade ensuite sur place, on reconnaît immédiatement ces lieux. Voilà, dans le détail dont parlait Marc, la base de la peinture. Donc là, c'est la limite où commence le faux terrain. Et donc là, c'est la partie qui n'était pas exposée pour le public. Donc on voit que le faux terrain, c'était quelque chose qui ondulait un peu. Donc on imagine que pour rendre quelque chose d'un peu plus immersif, on avait quelques collines, des ondulations dans le terrain. Et du coup, les peintres profitent du fait qu'ils ont de l'espace libre pour faire des tests de peinture, de coloris. Ils font 2-3 petits croquis d'études directement sur la toile. Et d'ailleurs, à un autre endroit, on voit la signature de Louis Braun, 1894, Munich. Parce qu'il a été peint, il l'a peint à Munich, hein, donc c'est un maître allemand qu'on a invité pour faire cette toile. Voilà. Un autre élément un peu pittoresque, c'est le château de Charles le Téméraire. C'est une tente démontable, enfin un château démontable d'après les sources historiques. Il y a beaucoup de grandes tentes démontables, c'est un classique apparemment, mais c'est toujours très mal documenté, les sources historiques ont assez disparu, mais ça semble assez établi qu'il avait quelque chose d'assez conséquent. Alors Louis Braun imagine quelque chose d'assez fantaisiste, hein. Voilà, c'est un château littéralement. Un château gonflable, on a envie de penser. Il est là en haut de la colline. De la même manière, les blasons sont très précis, hein. Toutes les armées sont représentées de manière précise et crédible, les armes également, les équipements, souvent basés aussi sur des dessins de Viollet-le-Duc. C'est quelque chose qui a, en tout cas, à l'époque, en tout cas, c'est ce qu'on pouvait faire de mieux en matière de reconstitution. Voilà. Au vu de ça, le panorama de Morat, on se dit qu'on pourrait finalement l'accrocher n'importe où, puisque c'était des objets qui avaient tendance à voyager. Il n'est pas lié à un seul lieu en particulier au départ. Néanmoins, j'ai envie de vous argumenter le fait que maintenant, s'il s'agit de réexposer cette toile, il faut absolument le placer à Morat. Parce que d'abord, Morat est au cœur du territoire de la peinture. J'ai tracé, je ne pense pas que vous voyez très bien, mais j'ai tracé le territoire qui est représenté sur la toile. On a une sorte de zone autour du lac de Morat. Au cœur de cette zone, on a évidemment la ville de Morat. Et le centre virtuel de la peinture, c'est la colline du Bois-Saint-Domingue, qui était juste à côté du campement bourguignon, et qui est le centre virtuel de la peinture. Donc Morat déjà se retrouve au cœur de ce territoire qui est peint. Autant la ville que les paysages dans lesquels les touristes se baladent autour de cette ville. Aujourd'hui, à Morat, on fête encore chaque année différentes choses autour de cette bataille. Donc il y a une mémoire vivante qui est assez importante. Il y a aussi des images de la solennité. Mais on a aussi un tir historique, on tire à l'arbalète dans les douves. On a même la course de Morat-Fribourg, par exemple, qui est également un témoignage de la bataille. Donc on a tout un tas de patrimoines vivants qui font vivre encore le souvenir de cette bataille. Donc même si ici on ne se rend pas trop compte, mais il faut savoir qu'à Morat c'est quelque chose de très important et qui est
célébrer vraiment chaque année. Mais au-delà de ce patrimoine immatériel, j'ai envie de vous montrer pourquoi, pour des raisons de scénographie, il faudrait l'accueillir à Morat. Donc ça c'est la vieille ville de Morat. Et vous l'avez compris dans les explications, souvent les éléments scénographiques du panorama sont une sorte de parcours qui va nous amener à avoir certaines sensations devant la peinture. Et donc j'ai voulu imaginer la rotonde à Morat comme l'accomplissement du parcours dans la ville, de la balade dans la ville. Donc j'ai imaginé une sorte de balade idéale qu'on n'est pas obligé de faire, mais sur laquelle on se branche tout naturellement en traversant cette ville. On débarque au bord du lac, par la Rif, qui est l'ancien bord du lac avant les corrections du niveau du lac. Ici, le bord historique. C'est une ville de transbordement où on changeait les marchandises, on récupère les marchandises des bateaux à Morat. Donc l'arrivée logique, ce serait d'arriver en bateau. Depuis le bord du lac, on voit la ville haute, qui est quand même sur une sorte de promontoire. Et on voit tout de suite l'hôtel de ville, qui fait partie de l'enceinte, et avec ses grandes ouvertures qui nous intriguent, qui nous appellent. Et ce serait une constante dans cette balade dans la ville, en fait, c'est qu'à chaque fois, le point suivant nous attire, nous appelle visuellement. On est intrigué par l'objet suivant. Donc, on part du bord du lac, on s'avance, on traverse certaines ruelles qui peuvent être très étroites, pour arriver à monter dans l'hôtel de ville. Alors cet hôtel de ville, il est traversé par un couloir très sombre, assez étrange, qui est un lieu public, qui est un des accès de la ville, et qui est finalement un lieu assez claustrophobique et sombre, et qui passe sans évoquer les couloirs sombres d'accès des rotondes de panorama. Donc j'ai trouvé que c'était un élément tout à fait inspirant pour ça. Il nous amène à un endroit très sombre, très oppressant, et ensuite, la libération, on arrive directement dans la ville. Alors c'est une ville zéringienne, comme Fribourg, Berne ou d'autres villes, et donc elle a effectivement exactement les mêmes arcades que vous connaissez aussi sûrement. J'ai trouvé néanmoins que c'était un dispositif spatial qui est très intriguant. Il permet de descendre très brutalement, de manière très efficace à la cave qui est dessous, tout en permettant la circulation sous les arcades commerçantes. J'ai trouvé que c'était un détail qui était très efficace. On voit la manière dont l'enchaînement de l'entrée de la cave, du petit banc et de l'arcade, le tout dans le prolongement l'un de l'autre. On se retrouve très vite au cœur de la ville. Et c'est une ville très petite, hein, donc on est très vite au milieu ou à la fin de cette ville. Si on continue d'avancer, on voit au loin la muraille, qui sera la suite de notre parcours, la muraille de la ville. Et si on se retourne en arrière, on a les portes de l'hôtel de ville qu'on vient de traverser. Et avec un peu d'imagination, vous voyez le lac à travers cette porte. Et avec un peu plus de chance, on voit même les bateaux qui traversent. Donc on peut voir les bateaux depuis l'intérieur de la ville. Donc toujours ces systèmes de connexion visuelle d'un point à l'autre qui guident notre parcours. Donc, si on continue d'avancer et qu'on va vers la muraille, on peut rentrer dans le système de cette muraille, qui est une des murailles les mieux conservées d'Europe quand même. C'est un des systèmes de fortification les mieux conservés. Et on va arriver tout naturellement au point d'accès de la visite de cette muraille. Donc on peut monter dedans, une grande partie est piétonne. On peut monter dedans. Et à nouveau, on a un dispositif très précis, juste le chemin de ronde, qui, comme une sorte de petite plateforme déroulée, nous permet d'observer la ville. Avec à nouveau une vue qui est très cadrée par l'avant-toit d'un côté, la rambarde de l'autre. Et on regarde un peu la ville comme un voyeur à une 10-15 mètres de distance. Tout à fait le genre de distance à laquelle on regarde la toile du panorama. Et si après avoir regardé la vieille ville historique, on se retourne vers le paysage, on voit la nouvelle ville, et surtout cette colline qui est en fait la colline du Bois Saint-Domingue, qui est le centre virtuel de la peinture. Donc je trouvais que c'était un point de vue assez extraordinaire, c'est très naturellement, tout de suite en montant au point d'accès principal des remparts, on arrive ici, depuis la Meurtrière, on voit ce lieu. Mais il est trop lent pour mettre la rotonde. On ne va pas faire venir les touristes sur 1,5 km jusqu'à cette colline. Surtout que c'est une ville qui se parcourt à pied. C'est tout le plaisir de ce genre de petite ville. Donc j'ai placé le panorama ici.
au plus près possible de la vieille ville, mais quand même en connexion visuelle avec le bois. Donc ici, donc un petit champ qui est assez miraculeusement libre devant la vieille ville. Donc en fait, toute cette partie ici, historiquement, c'est le glacis de la vieille ville. Donc c'est une zone qui est dégagée pour que les défenseurs aient une vue dégagée. Et au début du XXe siècle, elle s'est remplie d'un certain nombre d'objets qui étaient trop grands pour être accueillis dans la vieille ville. Donc on a quelques villas, une nouvelle église catholique, l'école. Et je trouvais que le panorama s'intègre tout à fait dans cette sélection d'objets un peu épars, d'une échelle un peu trop grande pour entrer dans la vieille ville. Ça, c'est la partie émergée de la rotonde, qui fait la connexion visuelle avec la colline et la vieille ville. Donc ça, c'est la partie émergée. Et ce qu'on voit, c'est une sorte de grande tente, qui est une surface souple, dans une cotte de mailles synthétique. Donc la tente, c'est à la fois une référence évidemment aux tentes des assiégeants, mais c'est aussi une manière d'établir une hiérarchie assez claire entre ce projet, qui est un projet d'architecture contemporain, avec la vieille ville, qui est un objet, et surtout la muraille, qui est un objet qui est presque éternel. Hein. En fait, la muraille a quasiment 1000 ans, elle sera encore là longtemps. Donc c'était une manière d'établir une hiérarchie temporelle assez claire aussi, entre une sorte de tente et la muraille en pierre. On voit ici quelques exemples de codes de mailles, comme on en fait actuellement en architecture. Voilà. C'est un objet qui permet de filtrer la lumière et de camoufler aussi tous les détails qui se cachent à l'intérieur. Pour la petite histoire, il y a une grande boîte aujourd'hui qui fait des codes de mailles synthétiques, qui sont très légères, et qui a commencé en faisant les codes de mailles pour Le Seigneur des Anneaux, pour le film. Ils faisaient les décors, ils faisaient des fausses codes de mailles très légères. Pendant les cycles dans l'architecture, je trouve que c'est des résultats qui sont assez satisfaisants. Voilà. Donc, la rotonde, au plus près de la vieille ville. Mais en réalité, ça c'est juste la partie émergée du projet, qui se fait en 3 parties, qui sont grandement enterrées. Donc ces 3 parties assez distinctes. Un jardin, qui est le système d'accueil du projet. Le couloir sombre d'accès. Et la rotonde largement enterrée. Et c'est ces 3 éléments ensemble qui vont faire l'expérience de la visite, de la peinture et de l'ensemble. Donc ça c'est la partie dans les douves, qui sont aujourd'hui encore reconnaissables. Elles sont globalement conservées et elles sont occupées par des petits jardins familiaux qui en font un des endroits les plus charmants de la ville de Morat. Ils sont légèrement encaissés, et du coup, quand on est dans ces jardins, on ne voit pas du tout la nouvelle ville. On est encore dans un monde un peu protégé. Voilà. Donc, la muraille, d'un côté, les jardins familiaux, le petit mur de protection du jardin. Donc, moi j'ai proposé d'utiliser un de ces petits jardins comme système d'entrée. Et donc j'ai pu conserver tout tranquillement les terrasses qui étaient déjà présentes dans le jardin, en ajoutant 2 éléments dedans, qui sont un pavillon d'accueil et de billetterie, et un pavillon de cafétéria, qui se place discrètement dans ce jardin. Voilà, en plan. Donc ça c'est le tracé de la muraille. On sort ici, sur cette place, avant de rentrer, la place qui est actuellement une sorte de cul-de-sac, et qui permet maintenant d'accéder à ce petit monde autonome. On va descendre ici l'escalier, passer devant la billetterie, et arriver tout naturellement à une mystérieuse entrée de cave au fond du jardin. C'est une sorte de préparation mentale à la visite du panorama. Et je voulais un monde de verdure qui soit un monde total de tous les côtés, où on regarde, on ait cette végétation, qui soit un écho finalement aussi au monde total que nous proposera le panorama. Voilà. Comme vous pourrez le voir sur la maquette. Donc le système du petit jardin avec ces 2 pavillons et l'entrée de la suite du projet. Voilà. Le pavillon billetterie qui est adossé au mur, comme le pavillon de cafétéria. Et ça c'est les images actuelles du jardin. Donc on voit que déjà, même actuellement, ça donne très envie
d'avoir voilà, un monde luxurieux. Donc une sortie directement à travers le mur. Le passage existe. Ça c'est le seul nouveau passage. Hein, mais... Non, le passage à travers les fortifications. Ah, celui-là. Voilà. Oui, oui, absolument, il existe déjà. Et il est ouvert. Oui. Je crois que c'est pas une porte historique, je pense qu'elle a été faite au 19e siècle. C'est pas une des portes principales de la ville. Mais pour le reste, tout est existant, les murets, tous ces systèmes sont existants. Ouais. Et le projet, il est évalué à combien? Est-ce que vous arrivez à chiffrer? Financièrement? Oui, oui. Bon, alors moi je vous fais un projet qui est assez ambitieux, enterré comme ça. C'est difficile à dire, hein, honnêtement, mais je pense que c'est plutôt 20 millions probablement. C'est probablement beaucoup plus cher qu'une version qui sort de terre. En tout cas, c'est très joli et harmonieux par rapport au lieu. Ouais. C'est ce qu'on voulait, c'est ce qui me semble être le plus important à conserver, c'est cette vue sur la muraille historique, qui a des derniers éléments qui restent de cette ville médiévale. C'est pour ça aussi que je me mets au plus près du sol, de manière à ce qu'on puisse continuer à avoir une vue dégagée, que ce soit dans le paysage autour ou même depuis le train, qui n'est pas très loin, qu'on puisse continuer à avoir une vue de la muraille. Et au fond du jardin, on a une mystérieuse porte qui n'est pas sans évoquer les entrées de cave qu'on a eues précédemment, et qui va nous amener dans un couloir sombre qui descend sous terre. Mais ce couloir ne va pas nous amener directement dans la peinture. Il va d'abord nous amener dans un espace intermédiaire qui est entre cette cuve de béton et la toile. Donc on aura une longue rampe qui va faire le tour de cette toile et le tour de l'extérieur de la toile. Et en fait, ce que j'avais envie de montrer, c'était l'envers de la peinture, qui est aussi un objet qui a vécu, il a une aventure mouvementée. J'imagine qu'il y a des cicatrices, des corrections dessus, qu'on a envie de montrer. Puis c'est aussi une manière de mettre en abîme le fait que c'est un objet qui a déjà été exposé plusieurs fois, qui a une histoire compliquée, et voilà, de s'interroger devant cet objet. C'est une manière de titiller la curiosité aussi une dernière fois, de regarder cet objet sombre et voilà, frustre. Il est suspendu dans l'espace, avec un système de poids dessous. Et les gens font donc un tour complet autour sur une rampe qui est dans un béton qui est sablé pour correspondre à la molasse qui est partout dans la ville. Donc quelque chose d'assez doux et qui donne envie de poser la main dessus et d'avancer tranquillement. Au contraire, le reste, les endroits où les gens ne sont pas censés passer, c'est un béton un peu plus brutal qui évoque aussi le fait qu'il est quand même excavé comme ça dans le sol. Donc après avoir fait ce tour complet, on va finalement passer sous la toile, passer la tête sous cette sorte de tapis magique pour entrer dans les espaces les plus sombres de la ville. Voilà le couloir d'accès, un tour complet avant d'entrer sous la toile et d'arriver à l'escalier en colimaçon central. Voilà toutes les parties suspendues de cet objet. Quand tu es dessous là, tu vois les poids, oui. Et par contre, il y a quand même une toile qui cache. Ah, tu vois pas la toile? Non. Donc ça, c'est vraiment l'espace le plus sombre. Et après, la surprise quand on arrive en haut de la plateforme. Et là, finalement, après toutes ces aventures, les couleurs qui explosent dans tous les sens. La visite de la toile. Donc comme vous l'avez vu, c'est assez similaire au système, ce qui se faisait pas mal dans les panoramas, donc, la lumière zénithale, la plateforme d'observation. Donc la lumière rentre donc par cette filtrée par la lumière de la côte de maille. Elle est réfléchie sur ce réflecteur, avant d'être diffusée sur la toile. Du coup, il y a aussi une partie de la lumière qui passe entre la toile et la cuve, qui est aussi baignée de la même lumière, avec moins intense. Évidemment, j'imagine que l'éclairage naturel il est additionné ici de quelques projecteurs qui compensent les variations les plus importantes de la lumière et qui sont également, les projecteurs sont orientés vers le réflecteur de manière à ce qu'il simplement il complète le soleil. Après, on a quand même envie de voir les variations de luminosité tout au long de la journée. C'est ce qui fait quand même un peu la magie du panorama, c'est qu'il y a un nuage qui passe ou quelque chose comme ça, la lumière s'anime et change à chaque seconde sur la peinture.
Le réflecteur, il se finit dans une sorte de grand vortex qui remonte vers le haut, de manière à ce qu'on n'écrase pas le spectateur en refermant ici. Comme toujours, on veut que les limites soient imperceptibles ou incertaines en tout cas. Et donc, il remonte vers le haut et disparaît dans l'ombre, de manière à ce que le spectateur ne sache pas vraiment où finit le plafond au-dessus de lui. C'était une grande question, la question du faux terrain. Alors moi, comme je faisais un projet d'architecture, j'ai finalement fait le choix un peu radical de faire juste une grande toile neutre qui cache donc la partie inférieure de la peinture. Mais je pense que si on se donne vraiment la peine de faire une reconstitution complète de cette œuvre, on aurait peut-être envie effectivement de refaire à nouveau un faux terrain qui complète complètement cette peinture. Il faudra faire quelque chose de créatif puisqu'on a très peu de sources qui indiquent comment est vraiment fait ce faux terrain. On n'a que les indications donc, de la base de la peinture qui nous donnent quelques indices. L'espace sous la peinture, c'est aussi l'occasion d'exposer quelques œuvres et quelques explications, mais de toute manière assez discrète. Il ne faut pas perdre le focus, c'est là que les choses se passent. Du point de vue de la place, quel est le genre de circulation et combien de personnes est-ce qui peuvent entrer en même temps? Est-ce que c'est par groupe? Comment est-ce que vous imaginez ça? Bon, alors je crois que la plateforme, j'avais compté entre 100 et 150 personnes, je crois. Après, c'est clair que je pense que c'est une des faiblesses peut-être, c'est qu'on ne peut pas accueillir une foule gigantesque dans ce projet. Je pense qu'il est assez minimal dans ces dimensions. Néanmoins, je pense que la manière aussi d'étirer le parcours tout en longueur, ça permet d'absorber une grande partie des visiteurs qui ne seront jamais tous en même temps au même endroit. Notamment aussi avec, par exemple, le tour autour de la peinture ou le tour dans le jardin, qui fait qu'il y a des gens qui vont avancer à différents rythmes et qui font qu'il n'y aura pas même s'il y a un quart de touristes qui arrivent d'un coup, la population se répartit comme ça dans le projet. Et les gens qui rentrent sont obligés de croiser ceux qui sont... Oui. Alors, ça c'est un regret de ma part, je dirais. Pour l'instant, là, c'est donc un système qui est... On refait le même dans l'autre sens. Voilà. Idéalement, j'aurais imaginé que les spectateurs puissent ressortir par une autre sortie, de manière à faire vraiment en faire un parcours à sens unique. Et voilà, c'est une aventure qui a un début et une fin, et de manière à relâcher comme ça les gens dans la ville ensuite. J'aurais beaucoup aimé que les processions qui sont faites chaque année à Mora auraient pu rentrer dans le panorama et ressortir et continuer la procession dans la ville par exemple. Enfin voilà, ça restait un projet d'étude et du coup j'ai pas pu le finaliser comme j'aurais l'espéré. Ça c'est une certaine idée de ce que c'est que la toile qui est déroulée autour de soi, autour de la plateforme d'observation. Détails sur la plateforme. Le système d'accroche. Donc globalement toutes les surfaces sur lesquelles se déplacent les visiteurs sont des surfaces en béton solide, et toutes les surfaces qui sont exposées ou qui gèrent la lumière sont suspendues à cet objet solide. Voilà. Et donc après la visite, on repart dans l'autre sens, après un dernier regard à la peinture, et on peut retourner finalement à la cafétéria qui est sur la plus haute des terrasses du jardin, et jeter un regard en arrière en direction de la colline du Bois Saint-Domingue, sur laquelle on s'est symboliquement rendu, puisqu'on est descendu, remonté, pour voir le point de vue. C'est une sorte de parcours métaphorique vers la colline sans jamais s'y être rendu. J'ai lu que vous vouliez mettre une deuxième toile pour faire un projet. Oui, alors ça c'est des projets qui sont plus liés à l'association des amis du panorama de Mora. Donc il y a une proposition de se dire que si on fait l'effort de construire une rotonde pour accueillir à nouveau une toile pareille, il faudrait qu'on puisse réutiliser cet espace pour d'autres activités. Donc il y a une proposition qui est de dérouler une deuxième toile devant la toile du panorama, à certains moments de la journée, en soirée, à certains moments fixes. Elle se déroule et sur cette surface blanche, on pourrait projeter des spectacles. Comme ça se fait beaucoup, par exemple, aux Carrières de Lumière en France. Il y a un certain nombre de spectacles de ce genre qui ont pas mal de succès.
Donc ce serait une manière aussi de renouveler l'intérêt d'un objet qui reste le même, de pouvoir amener d'autres spectacles, ou pourquoi pas exposer d'autres panoramas dans ce même endroit. Et ça, c'est une des propositions principales. Ensuite, il y a eu d'autres études qui ont été faites sur, par exemple, pouvoir utiliser comme salle de congrès ou de réunion, de banquet, la plateforme d'observation, notamment avec des systèmes qui se déplient de manière à avoir une plus grande surface. Vous pourrez imaginer qu'effectivement, ce soit une salle de réunion très prestigieuse. C'est toujours une manière d'avoir des utilisations qui seraient complémentaires au panorama, qui a des heures d'utilisation qui sont quand même liées à la lumière du jour, et donc en soirée ou à certains moments de l'année. Ça semble efficace et rationnel finalement, au vu des efforts qu'on fait de l'utiliser pour autre chose. Tu pourrais juste rappeler comment t'es venu l'idée de faire ce travail? Bon, moi je l'ai vu quand j'étais enfant, je l'ai vu à Expo 02, je trouvais que c'était très impressionnant. Et aussi pouvoir comparer tout de suite dans le cube, on pouvait comparer la peinture avec le paysage réel à travers les parois du cube. Moi je trouve que c'était une expérience assez marquante. Ensuite, moi j'ai travaillé sur les centrales nucléaires suisses et je me suis informé du coup sur ces formes hyperboliques. Et c'est comme ça que je suis retombé sur cette histoire de forme hyperbolique de panorama. Et ça m'a fait réaliser que c'était ça m'a fait réaliser un peu la complexité de ce genre d'objet. Et à quel point c'était un objet qui entremêlait l'art et l'architecture. Ça, je trouvais que c'était intriguant. Merci. Merci.